58 000 candidats, 1512 postes à pourvoir. Les épreuves du concours d'entrée à la fonction publique ont commencé aujourd'hui. Le ministre en charge du département a fait le tour de quelques centres d'examen. On fait le point sur la situation des personnes déplacées aux réfugiés du Nord. Une initiative du groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes est soutenue par le NDI. Faire du cinéma un vecteur de promotion de la paix, c'est sous cette couleur que s'est tenue aujourd'hui la 9e édition des rencontres cinématographiques de Bamako et le Festival international de N'Djamena. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, direction Place de la République, où la session budgétaire 2013 a connu son épilogue, c'était hier, en début de soirée, avec l'adoption de la loi des finances. Après plusieurs amendements et davantage de discussions, les élus du peuple ont donné quitus au gouvernement pour l'exécution du budget 2013, dont une grande partie est consacrée aux missions prioritaires comme la défense et la sécurité. Les détails avec Alucéni Touré. C'est avec 135 voix pour, 0 contre et 0 abstention que la représentation nationale a adopté la loi des finances 2013. Le budget d'État 2013 s'élève en recettes à 1007,080 milliards de francs CFA, soit une progression de 6,95%, et en dépenses à 1057,257 milliards de francs CFA, soit une progression de 6,94%. Le déficit prévisionnel est de 50,177 milliards de francs CFA. Si la satisfaction est en fin de compte lisible sur tous les visages, les débats n'ont pas été moins animés. La défense, la sécurité, l'éducation, les prix des produits de première nécessité, la 3e licence de téléphonie ont été entre autres sujets d'interrogation de la part des élus du peuple. Nous sommes satisfaits de ce vote, vraiment qui a été fait à l'issue de grands débats. Nous pensons que nous avons voté et adopté un budget acceptable, assez réaliste, même si sur les points qui nous paraissent assez optimistes, nous avons fait quelques réserves autour desquelles on a eu des débats. Et tout cela au regard que le budget est un acte de prévision, mais pas un acte qui consacre des états financiers définitifs. L'environnement actuel aura forcément influencé le processus d'élaboration du budget qui, somme toute, reste un budget de crise. Toutefois, l'on peut espérer une prochaine embellie. Le grand problème que nous avons eu en 2012, c'est que, à la suite des événements du 22 mars, nous avons été obligés de geler les projets d'investissement. Et en 2013, en élaborant un budget sur nos seules ressources propres, nous avons mis quand même quelques projets d'investissement, mais il n'y en a pas assez. Et donc, si les partenaires reviennent comme cela est à présent de plus en plus probable, si les partenaires reviennent, ça va nous aider à résorber le déficit et à avoir davantage de projets d'investissement. Et les investissements, c'est ça qui crée la croissance, ça qui crée les emplois. Et donc, nous comptons beaucoup sur le retour des partenaires. Par ailleurs, le taux de croissance pourrait atteindre 4,4% en 2013 et l'inflation 3,9%, en baisse de 2 points par rapport à 2012. Nous restons à l'Assemblée nationale où les députés s'étaient mis à l'école de la communication l'espace d'une journée. Ce samedi s'est tenu là-bas un atelier qui portait sur les techniques de communication des parlementaires avec la population à la base, occasion qui leur a permis de renforcer leur capacité en matière de stratégie d'échange. C'est un reportage de Agali Aguissa. La diffusion du message obéit à des principes de communication. C'est conscient de cela que les députés ont pris part à cet atelier sur les techniques de communication des parlementaires avec les populations à la base. Un thème qui intéresse les participants à plus d'un titre. Savoir communiquer ou apprendre à communiquer avec ces populations en prenant en compte leurs préoccupations doit être vraiment le sacerdoce de tout député. Parce que s'il y a une crise entre le député aujourd'hui et la base, c'est sûr que le problème de communication en est un. Les travaux de la journée étaient axés sur les différents aspects et les objectifs de la communication. Il s'agissait donc de définir les objectifs et appréhender les principaux éléments de la communication. La maîtrise de ces instruments permettra aux élus de la nation d'informer et d'identifier les préoccupations des populations. Cet atelier vous permettra d'appréhender les enjeux de la communication
et le développement personnel, l'esprit d'équipe sera renforcé et vous aurez une bonne connaissance de la communication, de sensibilisation et une bonne connaissance des besoins des populations. La formation initiée par la Commission des finances de l'économie du plan de l'Assemblée nationale est assurée par le cabinet Africa Solutions RH. En 4e région, ce sont des militaires de rang et des sous-officiers de la zone de défense militaire de Ségou qui bouclaient une formation de spécialisation dans les différentes armes collectives. Après la session, ils ont reçu hier leur attestation de fin de stage et c'était lors d'une cérémonie qui a enregistré la présence des autorités militaires. Correspondance de Candice Silla. Ce sont 80 éléments composés de sous-officiers et de militaires de rang à recevoir leur attestation de fonds de formation sur les différentes armes collectives. À l'issue de cette formation de 50 jours, ces éléments des forces armées et de sécurité du Mali sont désormais aptes à faire face à leur mission régalienne de défense de la patrie, selon l'adjoint au commandant des zones militaires de Ségou. Du royaume du Ghana à l'empire Songhai, en passant par l'empire du Mali, ce sont des valeureux combattants qui ont marqué l'histoire de ce grand pays qui est le Mali. Nous qui sommes devant cette histoire, pouvons-nous être fiers de nos aïeux? Je dis non, tant que le Nord n'est pas reconquis. Outre ces attestations, les meilleurs soldats, meilleurs sous-officiers et aussi les meilleures unités ont été récompensés. Une manière aussi d'encourager l'excellence au sein des forces armées et de sécurité. À chaque niveau, il faut écouter et exécuter les ordres de tes chefs. Être meilleur dans ce que tu fais. J'ai une dizaine d'éléments dans cette formation et je vous assure que la formation qu'ils viennent de recevoir est la bienvenue. Compte tenu des perspectives de reconquête des régions nord du pays, nous aurons besoin des éléments formés pour faire face à la situation. Le représentant du commandant de la zone a demandé aux hommes formés une bonne application des connaissances acquises, car, dira-t-il, la réussite de toute mission passe par la qualité des ressources humaines. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, Mamadou Namori Traoré, était ce matin dans quelques centres d'examen du concours direct de recrutement dans la fonction publique session 2012. Ils sont plus de 58 000 candidats à concourir pour 1512 postes et ça se passe dans 5 centres, Bamako, Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. Aujourd'hui, 7 736 candidats ont concouru pour le poste d'attaché d'administration dans la spécialité secrétariat. Il y avait donc pour cela 40 places. Constat, pas de problème majeur, sauf à l'ESICA où le manque de salles de classe se posait. Reportage Aguibou Koulibaly. Les candidats au poste d'attaché d'administration dans la spécialité secrétariat ont donné le ton au concours direct de recrutement dans la fonction publique en abordant ce matin les épreuves dans les différents centres. Suivant de près comment les choses se passent des autorités administratives et scolaires avec à leur tête le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions a sillonné quelques centres d'examen pour constater le bon déroulement des épreuves. Le lycée Ba Aminata Diallo a été le premier centre visité par la délégation. Ici, devant les candidats et les surveillants, le ministre Traoré a ouvert l'enveloppe scellée contenant la première épreuve. Elle portait sur la rédaction administrative. En salle, les candidats se disent confiants. Bon, en fait, je suis là aujourd'hui pour faire l'examen du concours pour les secrétaires. Je suis le seul homme ici parmi les femmes, mais c'est pas grave quoi. J'ai choisi d'être secrétaire parce que je pense que les hommes aussi sont bien d'être secrétaires. L'ESICA a été le deuxième centre visité par la délégation. Dans ce centre, des problèmes ont été constatés. La numérotation a continué jusqu'à 23h. À 23h, il y avait certaines salles qui étaient encore fermées. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a des candidats qui sont là et que finalement, ils n'ont pas eu de salle. Même on a pu gérer ça. Par contre, à l'école fondamentale Mamadou Diarra numéro 2 à Médina Croix, dernier centre visité par le ministre, tout se passait normalement. Tout se passe bien. Et nous avons dans ce centre 35 salles. Et à l'heure où je vous parle, je crois que tout le dispositif est sur place. Ce que j'ai à lancer aux candidats, évidemment, c'est de compter sur leurs propres forces. Le temps où on pouvait faire autre chose, ça c'est révolu. Pour le ministre,
Pas de négociation, seuls les meilleurs seront admis à ce concours. Nous allons choisir les meilleurs des meilleurs des meilleurs, comme je l'ai dit, parce que pour 1512 postes, il y a 58 000 candidats. C'est des chiffres effrayants, pratiquement. L'emploi public n'est pas la solution à l'emploi des jeunes. C'est une goutte d'eau. Il faut qu'on sache que tout le monde se mobilise. Le gouvernement, l'ensemble des institutions, les collectivités locales, le secteur privé, pour qu'on trouve des solutions à l'emploi des jeunes. Il faut souligner que le concours se poursuivra jusqu'au 31 décembre pour les autres corps à travers les différents centres. Lead Pharma, c'est le nom du label de formation dont le lancement des activités a eu lieu aujourd'hui ici à Bamako. Les initiateurs de ce label déclarent vouloir contribuer de manière efficiente à la formation professionnelle continue des pharmaciens, mais également de leurs collaborateurs. Adama Koudjo. Le label Lead Pharma qui vient d'être lancé vise à assurer aux pharmaciens et aux autres membres de l'équipe une formation professionnelle continue. Il met à leur disposition un programme complet de formation intitulé « Les métiers de pharmacien d'officine de A à Z ». L'idée de création du label est née d'un certain nombre de constats. Nous avons constaté l'absence d'un dispositif approprié et professionnel exclusif qui prend en compte la formation professionnelle continue des pharmaciens d'officine, l'absence d'un cadre pour la mise à jour des connaissances médicales et pharmaceutiques du pharmacien d'officine une fois installé, l'absence d'accompagnement des pharmaciens. Pour répondre aux besoins, Lead Pharma propose une formation composée de 7 modules répartis entre 2 catégories, à savoir management et métier. Cette innovation dans le domaine pharmaceutique présente 2 avantages majeurs, à savoir le renforcement des capacités de l'équipe officinale d'une part et la valorisation de l'image de la profession de pharmacien au regard d'une concurrence déloyale qui ternit l'image de toute une profession. La formation continue des professionnels est un processus incontournable dans un monde en pleine mutation socio-technologique. Tous les professionnels de la santé, en particulier les pharmaciens d'officine, sont confrontés en permanence au progrès scientifique et à l'évolution de l'environnement de leur métier, d'où la nécessité de ces formations. C'est pourquoi les pharmaciens réunis aux États généraux ont recommandé à ce que la formation en continu soit une exigence pour tous les pharmaciens et leur personnel à partir de 2013. Outre le Mali, Lead Pharma Formation intervient au Sénégal. L'impact de la crise politique et sécuritaire sur le secteur de l'eau et l'assainissement, c'est le thème de la 4e édition de la rencontre annuelle d'échange sur le secteur de l'eau et l'assainissement cette semaine ici à Bamako. La rencontre d'une journée a favorisé les échanges sur les contraintes que rencontre le secteur. C'était également l'occasion de faire des propositions pour aplanir les difficultés. La clôture de la rencontre avec Tchemoko Konaté. L'opérationnalisation du Conseil national de l'eau à travers l'allocation d'un budget, la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation et l'adoption d'un plan de mise en œuvre de la politique nationale de l'assainissement sont entre autres résolutions issues de cette rencontre annuelle 4e édition. Une édition qui s'est déroulée dans un contexte particulier, l'occupation des régions septentrionales par les groupes armés avec les conséquences qui en découlent. D'où le choix du thème « Impact de la crise politique et sécuritaire dans le secteur de l'eau et l'assainissement ». Un thème qui a permis aux participants de débattre des difficultés comme le départ de nombreux partenaires ayant engendré la réduction des fonds alloués au secteur et l'insuffisance des moyens mis à la disposition des services techniques. Le budget de l'État, qui était de l'ordre de 3% en 2012, a été réduit dans les budgets rectificatifs à l'ordre de 94%. La plupart des projets, les projets de Kabbalah, les projets de Moussa Bougou par rapport aux stations de pompage, et même l'EDM lui-même, comme on a dit l'EDM, il parle de la Somagep, la nouvelle Somagep, vous a dit ici qu'en termes de manque à gagner, c'est des milliards aujourd'hui. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a déclaré avoir pris bonne note des recommandations avant de réitérer l'accompagnement du gouvernement dans leur mise en œuvre. Je vous assure de l'appui sans faille du gouvernement pour toutes les actions entreprises par les différentes ONG et associations pour la satisfaction des services de base dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour l'atteinte des objectifs, il s'agira de développer des stratégies nouvelles impliquant tous les acteurs concernés. L'actualité politique avec cette conférence de presse animée ce matin par le Parti pour l'action civique et patriotique.
La crise que traverse le pays, le paysage politique actuel du Mali, les changements actuels intervenus à la primature, les récents rapprochements entre le MNLA et Ansardine, la résolution 2085 des Nations Unies, tout y passe. La conférence était animée par le président du PACP, Nyankoro Yé Samake. Mahamadou Doumbia nous fait le point. Discuter sur la situation actuelle du Mali, parler du départ de l'ancien Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et la nomination de Django Sissoko en lieu et place, parler de la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le protocole d'accord récent entre le MNLA et Ansardine, voilà la quintessence de cette conférence de presse animée par le Parti pour l'action civique et patriotique PACP. Nous avons insisté sur le fait que le Mali et les Maliens sachent que nous ne pouvons qu'émander notre voie de sortie de cette crise. Et nous devons en être les acteurs principaux. Au cours de cette conférence, les journalistes ont posé des questions concernant par exemple la priorité entre les élections, la libération des régions du Nord et l'organisation nécessaire de concertation permettant au peuple de débattre de l'avenir de notre nation et à l'armée de jouer pleinement son rôle. Le gouvernement d'union était un moyen pour sortir le Mali de la crise, était un moyen pour accomplir les missions de la transition. Et une transition très courte, doit être courte, mais il faut aussi se donner les moyens pour que nous puissions accomplir ces missions, notamment le recouvrement de l'ensemble du territoire malien, l'organisation des élections crédibles. Soucieux de l'avenir de notre pays, pour le Parti pour l'action civique et patriotique, aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. À Koulikoro, c'est le parti Yélema qui tient depuis ce matin sa première conférence nationale statutaire. Les délégués venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays ont 2 jours pour faire des propositions de sortie de crise et pour la relance du parti. À la cérémonie d'ouverture, le président du parti, Yélema Moussa Mara, a remis une enveloppe symbolique au collectif des ressortissants du Nord, Corel. Sédou Traoré, correspondance. Après le congrès constitutif de Caille en 2010, voici une fois de plus le parti Yélema à l'intérieur du pays pour partager avec ses militants et sympathisants à la base les préoccupations de l'heure et les projets pour l'avenir. À Koulikoro, il est question au cours de cette première conférence nationale du parti du bilan 2011-2012 du comité exécutif, de la crise sociopolitique au Mali et la relance du parti. Pour cet exercice aussi important pour le parti Yélema, la position de Moussa Mara et son équipe sur la crise que le pays traverse est claire. Ensemble, nous y arriverons. C'est le credo et la ligne directrice de Yélema depuis le mois de mars dernier. Et Inch'Allah, on va y aller. Aussitôt la crise derrière nous, puisque la crise va être, Inch'Allah, très rapidement derrière nous, nous devons retrouver les valeurs qui feront de notre pays un espace de prospérité, de justice et d'équité. Une occasion aussi pour ces hommes et femmes du changement de faire des propositions concrètes pour la structuration et le financement du parti. Pour cela, le président appelle tous au travail pour le Mali. Travaillons dans l'entente pendant cette phase de transition qui n'est pas une phase de conflit. Travaillons dans l'entente pendant cette phase de transition qui ne doit pas être une phase de compétition. Travaillons dans l'entente pour renforcer les bases du changement futur. Faisons en sorte que nos autorités soient accompagnées pour qu'elles gardent les idées et la ferme volonté de sortir le Mali de l'ornière. À l'ouverture des travaux, les partis amis ont félicité le choix des thématiques et ont aussi affirmé leur accompagnement pour un Mali de justice et de paix. Ces assises seront sanctionnées par des conclusions et des recommandations avec la prise en compte des objectifs majeurs de la transition. Forum sur la situation des personnes déplacées, réfugiées dans des régions sous occupation. L'initiative est du groupe Pivot Droits et Citoyenneté des femmes. La rencontre qui a mobilisé des représentants des déplacés de toutes les régions et aussi des réfugiés du Niger et du Burkina Faso a bénéficié du soutien du NDI, le National Democratic Institute. C'est un reportage de Essata Ibrahim Maïga. On souffre, les dons viennent, on ne trouve pas. Nous sommes chez les gens, ils ont leurs enfants, ils ont leurs familles. On est venu ajouter d'autres familles là-dessus. Donc nous sommes dans des maisons très serrées. Moi, mon souhait qu'on crée des centres de santé au niveau des réfugiés. C'est un pliage approximatif en tout cas des réfugiés.
C'est préoccupé par ces conditions difficiles, voire inhumaines, dans lesquelles vivent les populations restées sur place, déplacées ou réfugiées, que le groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes a tenu ce forum. Il regroupe les représentants des déplacés et ceux des réfugiés du Niger et du Burkina Faso. De ce forum, pour faire l'état des lieux de la vie, de la condition dans laquelle les déplacés et les réfugiés vivent, pour qu'ensemble nous puissions vraiment mener des actions concrètes à court, à long et à moyen terme. Ainsi, ce forum va identifier les préoccupations des uns et des autres qui vont du manque de nourriture à l'absence de soins de santé, de logement ou d'éducation pour les enfants. Pour la tenue de ce forum, le groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes bénéficie de l'aide de l'Institut national démocratique NDI. Le bilan des conséquences de la double crise institutionnelle et sécuritaire est assez alarmant et dramatique du point de vue de ses conséquences graves sur le droit international humanitaire, mais aussi et surtout sur les droits internationaux des droits de l'homme tout court. En plus des panels sur la gestion ou la situation de la crise humanitaire présentés par le ministère de l'Action humanitaire et le Haut Commissariat aux réfugiés, des témoignages des victimes ont également enrichi les débats. Les recommandations du Forum sur la situation des personnes déplacées et réfugiées vont contribuer à l'élaboration d'un outil de plaidoyer pour améliorer les conditions de ces personnes en attendant le retour de la paix. Les anciens travailleurs de Air Mali qui se mobilisent, la compagnie a depuis un certain temps du plomb dans l'aile, et puisque la traversée de la zone de turbulence paraît longue, alors ces anciens travailleurs font entendre leur voix. Au cours de leur assemblée générale tenue aujourd'hui même, ils ont demandé aux autorités maliennes de voler au secours du transport aérien dans notre pays. Un reportage de Daouda Sidiki Diarra. Depuis un certain temps, la compagnie Air Mali traverse une zone de turbulence qu'elle n'a jamais connue de son histoire. Pour sa survie et la promotion du transport aérien dans notre pays, les anciens travailleurs de cette compagnie ont formé une chaîne de solidarité afin de lancer un cri de cœur aux autorités maliennes au cours d'une assemblée générale statutaire. Cet acte est un devoir de mémoire, ont-ils affirmé. Nous voyons que si nous ne faisons pas attention, Air Mali risque de disparaître complètement. Déjà, il y a eu pas mal d'évolutions depuis les premières années. Maintenant que tout est privatisé, c'est maintenant un problème d'argent. Il faut se battre sur tous les fronts. Il faut trouver des solutions et penser trouver des solutions. Le ciel malien a toujours fait la convoitise des compagnies aériennes desservant la sous-région. Si l'on se réfère aux 26 premières années d'existence de Air Mali, notre pays ne peut pas se passer du transport aérien. En 1987, cette compagnie a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards 600 millions de francs CFA contre 86 millions en 1961. Donc on peut dire que le processus de redressement a été réellement accompli. Air Mali a pour vocation de désenclaver l'intérieur de notre pays et de desservir les principaux pays africains et européens, cela en favorisant les échanges. Une foire exposition pour la paix au Mali et pour le bien-être de la femme, une première lancée hier sur le terrain de basketball du quartier Mali, une initiative de ONU Femmes et exécutée par l'association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali et ses différents partenaires. La foire qui va se poursuivre jusqu'au 27 décembre prochain participe à l'autonomisation économique des commerçantes informelles transfrontalières. Reportage Garibou, Pérou. Organisée par l'ONG Promotion de la femme et de l'enfant au Mali, cette foire montre au public une gamme de produits artisanaux comme par exemple les produits agroalimentaires, la teinture, la couture, les perles, sans oublier les objets de décoration. Elle est du coup source de développement et source de paix. L'organisation de cette foire est le témoignage de la diversité des domaines de vos interventions. En effet, du programme des filles migrantes, en passant par la plantation d'arbres dans la cité administrative de la commune, vous prouvez à suffisance vos qualités d'ONG visionnaire. Cette foire-là, c'est venu au moment opportun et que ça plaît à tout le monde et que les gens viennent payer. Les gens n'ont qu'à venir seulement passer. On est venu seulement pour ambiancer, pour faire et pour donner la paix au Mali et vivre le Mali.
Les femmes sont estimées très actives dans le commerce informel partout en Afrique, mais elles bénéficient moins des avantages selon les constats des banques africaines. Des études ont montré que les dynamiques transfrontalières jouent également un rôle de premier plan dans la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Mali. Les femmes sont très actives dans le secteur informel et aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à embrasser ce secteur. À cause du manque de documents sur le commerce informel, beaucoup de personnes ignorent son apport sur l'économie familiale et nationale. Et cette foire d'exposition est donc une opportunité pour les visiteurs, les acheteurs, afin de faire des échanges auprès d'une quarantaine de femmes déjà expertes dans le commerce informel transfrontalier. Comme tous les ans, à l'occasion des fêtes de fin d'année, CAI organise sa rue marchande. La tradition est respectée avec la 5e édition ouverte cette semaine. Un espace de promotion et de vente pour les commerçants, mais aussi une occasion pour les populations de CAI de faire de bons achats. La rue marchande 2012 de CAI, c'est avec la participation d'exposants venus du Sénégal, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Correspondance de Jafar Aïdara. Cette 5e édition de la rue marchande de CAI est la volonté de l'ensemble des opérateurs économiques de CAI. Elle est à la fois une opportunité d'affaires et un espace de rencontre entre les commerçants. L'essentiel de la foire même, c'est ça, c'est une aubaine pour la population. Les prix seraient vraiment à la portée des acheteurs. Cette foire permet à la population d'avoir des produits de bonne qualité et à bon prix, aux artisans venus de tous bords d'exposer leur savoir-faire et de faire des échanges d'expériences afin de mieux profiter. La ville de CAI et sa région ont amorcé ces dernières années leur développement économique grâce à l'amélioration des moyens de communication, à savoir le réseau de téléphonie, l'aménagement de l'aéroport CAI-Dagdag, la présence de 4 mines d'or, la route CAI-Dakar et récemment l'arrivée de la zone industrielle. Il faut remarquer à cet effet que cet essor économique a considérablement boosté le commerce et du reste toutes les activités économiques de la région. Il faut dire que l'organisation de cette édition, qui prendra fin le 5 janvier prochain, illustre l'entente entre le groupement des commerçants détaillants, la coordination locale des commerçants détaillants, la coordination régionale des commerçants détaillants et le Sinacodem de CAI. Ce samedi était journée de célébration du cinéma à l'Institut français du Mali, là-bas. Était ouverte ce matin la 9e édition des rencontres cinématographiques de Bamako et le Festival international de N'Djamena. Et comme le retour de la paix dans notre pays reste une préoccupation générale, alors cette rencontre a porté le thème du rôle du cinéma dans la culture de la paix. Ce forum annuel des cinéastes est une initiative de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma en Afrique de l'Ouest et UCKO. La journée était présidée par le ministre de la Culture en présence de son collègue de l'artisanat et du tourisme. Il y avait également plusieurs autres personnalités politiques et de la société civile. Le récit de notre reporter culturel, Modibo Soare. La salle de spectacle de l'Institut français du Mali était aujourd'hui une salle obscure, car ce 22 décembre est exclusivement dédié au 7e art, le cinéma. Elle a accueilli cette 9e édition des rencontres cinématographiques de Bamako et le Festival international de N'Djamena. 2 rendez-vous en un qui se tenaient cette année dans un contexte particulier, la situation de crise que connaît notre pays. Voilà pourquoi le thème choisi était intitulé « Rôle du cinéma dans la culture de la paix ». Cette 9e édition, elle est spéciale, elle est en même temps douloureuse. Quand je dis douloureuse, c'est parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est le bilan et le rôle du cinéma dans ce pays. La première projection des 6 films programmés était ce court-métrage de 15 minutes intitulé Le devin d'un colonina, réalisé en 1999 par Suleiman Sissé. Cette œuvre est l'histoire d'une vie, le récit d'un enfant qui n'a pas connu son père, qui a été sévré de l'amour maternel. En somme, une vie qui n'a bénéficié d'aucune assistance sociale basique. C'est plutôt un film prémonitoire. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments desquels notre société peut s'inspirer, doit s'inspirer pour retrouver son unité. Du point de vue artistique et esthétique, Suleiman, tel que je le connais, je sais qu'il n'aurait pas fait moins que ça. Au moment où lui faisait ce film, c'était plutôt en tant que visionnaire.
Et je l'apprécie beaucoup pour ça. Ce film était justement au cœur d'un débat organisé dans le cadre de cette journée cinématographique. Le devin d'Ngolonina, tourné il y a 13 ans, a su susciter l'intérêt de l'assistance des cinéphiles du jour par son caractère devenu aujourd'hui une actualité. Ainsi, la problématique du devenir du Mali évoquée par le film était donc un centre d'intérêt pour ses leaders politiques et coutumiers, ses responsables administratifs, représentants de la société civile et de la jeunesse qui ont animé le débat, chacun avec son approche et ses convictions. Toutefois, le point de convergence était bien évidemment la paix dans un Mali uni et prospère. Oui, Modibo Soirée qui nous signale également que cette journée cinématographique se poursuit avec la projection à ce moment même du film Wati ou le temps de Souleymane Cissé, c'est toujours à l'Institut français et du Mali. La paix encore, la paix, toujours la paix également hier à Sibi, la 6e édition du Festival international des Kouris avait épousé le rythme. Aussi, dans cette ville, cette année, l'événement est placé sous le signe de la paix. L'objectif du Festi-Kouri est de magnifier le Kouri et du coup faire de cette pièce un facteur d'intégration des peuples. Envoyé spécial là-bas à Sibi, donc, Mohamed Diarra. Merci, Excellence. Lentement mais sûrement, le Festival des Kouris s'impose comme un grand événement culturel de l'année au Mali. Pendant 3 jours, la commune de Mandé replonge les visiteurs dans le riche passé de cette contrée. Il s'agit bien de cette époque dorée où le Kouri servait de monnaie d'échange et de bijoux pour les femmes. En 6 ans, la commune de Sibi a changé de visage. Depuis la première édition jusqu'à nos jours, l'apport du Festi-Kouri se résume en divers équipements. Un moulin pour les femmes de Sibi. Grâce au festival, Sibi a vu la multiplication des campements, voire des hôtels, faisant de Sibi un village touristique plus sûr et privilégié. Cette année, compte tenu du contexte de crise que vit notre pays, les organisateurs innovent. Cette édition envisage de développer l'esprit patriotique chez les jeunes en leur inculquant l'amour de la patrie, la préservation des valeurs culturelles et sociétales du Mandé inspiré de la chaire de Kourkan Fougan. La Fondation Orange Mali soutient les projets destinés à améliorer la qualité de vie des personnes aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Et c'est dans cette optique que nous avons équipé cette année le centre culturel du festival en matériel informatique. Les outils informatiques en question serviront à équiper le centre culturel du Festi-Kouri. Dans ce centre, il y a des produits artisanaux, une collection de photos des différentes éditions. Les visiteurs ont également assisté à des séances de démonstration. Le thème, le Mandé d'hier à aujourd'hui choisi par les organisateurs comme thématique, t'inspirant de notre passé glorieux dans ses pratiques, ses coutumes, ses savoir-faire et savoir-être, s'inscrit dans la dynamique de recherche de solutions par le retour à nos valeurs ancestrales. Autre innovation de ce festival, c'est la nuit du Mandé, une tribune pour chanter la paix et l'indivisibilité du pays. La seule fausse note de ce rendez-vous culturel, c'est la rareté des Kouris. À ce rythme, les organisateurs changent. En tout cas, les futures éditions. La 3e édition de la Nuit du Mérite sportif a eu lieu hier vendredi et c'est à l'hôtel de l'Amitié. Cette soirée, parrainée par Mamadou Sédou Traoré, est organisée par le Comité national olympique et sportif du Mali. Plusieurs distinctions ont été décernées aux plus méritants. Un reportage de Abdoul Karim Kaba. La Nuit du Mérite sportif du Comité national olympique et sportif du Mali récompense les meilleurs sportifs et dirigeants de l'année. La présente édition est placée sous le parrainage de Mamadou Sédou Traoré. Ce choix a tout son sens. Babou a servi son pays avec abnégation et loyauté. Le Comité national olympique et sportif du Mali lui doit la demande de sa reconnaissance comme association d'utilité publique. Cette année, plusieurs prix et diplômes ont été décernés dans 3 catégories. La première, devoir de mémoire, distingue ceux qui ont marqué l'histoire du sport malien par leur talent d'administrateur ou d'athlète. Dans cette catégorie, les lauréats sont entre autres Sédou Traoré Gouatiki, ancien footballeur, Mamadou Eli Diarra, ancien président du Niana de Koulikoro, et Feu Marcel Dakou, ancien athlète et dirigeant.
La deuxième catégorie, celle des prix spéciaux, a été décernée à Idrissa Ba, président de la Fédération malienne d'athlétisme, comme meilleur dirigeant sportif de l'année. Le prix Fair Play a été donné à Fé Boubacar Diouf, ancien président fondateur de l'escrime au Mali. Le parrain très ému n'a pas manqué de mots pour qualifier cette soirée. Il a appelé les sportifs à plus de sérieux dans le travail. Abondant dans le même sens, le ministre de la Jeunesse et des Sports a insisté sur le côté éducatif de l'événement. Le clou de la soirée a été les désignations des fédérations de l'année. Ainsi, la première place est revenue au football, troisième à la CAN 2012. Vient ensuite le basketball avec la deuxième place obtenue à Dakar par les juniors filles. Et la troisième revient au cyclisme pour sa participation à plusieurs tournois internationaux. Aussi, le sacre de l'USFAS à la 8e édition de Camfoot a été salué et récompensé par une enveloppe d'1 million de francs CFA. Tout cela sous les notes du maître de la Kora, Toumani Diabaté, et son orchestre. Voilà, très belle soirée maintenant du football, championnat national, la 5e journée. A démarré hier par 2 rencontres. Lasco a étrié le Nyanan de Koulikoro battu 4-0. Mais le fait marquant a été la défaite du leader, les 11 créateurs de Nyarila, qui sont inclinés 1-0 face à la Somme. Les matchs se sont joués au stade du 26 mars. Aldoumatina nous fait le résumé. Les 11 créateurs de Nyarila, leader du championnat, invaincus et impressionnants jusque-là, viennent de chuter devant l'association sportive olympique de Missira à Somme. Une contre-performance qui met ainsi fin à leur belle série après 4 journées. Vêtue de blanc-violet, la formation de Nyarela a certainement eu tort d'aborder timidement la partie, ce qui n'en est pas le cas des Oranges de Missira, qui décantent la situation quelques minutes après l'engagement. Ismaël Koné à la 6e minute marque pour la Somme. Mené pour la première fois de la saison, les 11 créateurs vont retrouver par la suite leur jeu. Sauf qu'ils ne sont jamais parvenus à se défaire du système de jeu de la Somme. Ils finissent la partie à 10, suite au carton rouge direct que prend Kola Kaimi à la 75e minute. Le reste du jeu est convenablement géré par la Somme, qui l'emporte 1-0. On avait préparé ce match-là, il fallait la victoire obligatoire, et la rage de vaincre était là. Donc surtout la solidarité dans l'effort, c'est ça qui a fait qu'on a gagné ces 3 points-là. On n'est pas vite rentré dans le match. Depuis les 5 premières minutes, on a pris les 1 but. Bon, après ça, on a essayé de se racheter, mais bon, ça n'a pas pu marcher aujourd'hui. Déjà en ouverture de cette 5e journée, le Nyanan de Koulikoro en blanc était attendu de pied ferme par les pensionnaires de Korofina. La première mi-temps, s'étant soldée sans but, pouvait basculer en faveur du Nyanan, qui a manqué de lucidité. Même scénario pour les Koulikorois en 2e période. Et l'association sportive de Korofina ne laissera pas passer cette opportunité. Ibrahima Dambélé à la 51e minute sera suivi de l'international cadet Suleiman Sissoko à la 56e minute. 4 minutes plus tard, c'est au tour de Modou Mariko pour le 3e but. Puis Moussa Koulibaly à la 83e minute boucle le récital 4-0. Après un démarrage laborieux, l'ESCO avec 8 points s'offre une bouffée d'oxygène dans le classement. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Tout à l'heure, en direct du CICB, retrouver le syndicat ORTM de l'ORTM avec la nuit de la solidarité en faveur des victimes de la crise dans le nord du pays. Donc c'est tout à l'heure en direct du CICB, le Centre international de conférences de Bamako. Demain pour le journal 13h, Amara Mali Diallo. Inch'Allah, je vous retrouve pour l'édition des 20h. Merci, excellent week-end.